Bonjour et bienvenue sur Planet Wargame. Avant de regarder cette vidéo, je vous invite à aller voir le premier épisode d'Innomine Imperatoris si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de mieux comprendre ce second épisode. Le premier est nettement moins bien réalisé, mais dans le cadre d'une campagne, ça vaut le coup quand même pour suivre l'histoire d'épisode en épisode. Vous remarquerez que ces rapports de bataille ont un angle différent des rapports de bataille habituels, c'est parce que, comme on aime avant tout le jeu narratif, on a voulu ce format de rapport de bataille narratif également. À vous de nous dire en commentaire si c'est une bonne direction ou pas. Sur ce, je vous retrouve juste après la partie. Bon visionnage. Lors de leur premier contact avec la secte toujours grandissante des Zélotes, les Lions de Santarcus sont parvenus à escorter une équipe médicale lui permettant de procéder à des prélèvements sur les insurgés dans l'espoir de lever le voile sur leur véritable nature. Contre toute attente, les analyses approfondies de ces prélèvements révélèrent que les insurgés étaient sanus corpus, ne souffrant d'aucune trace de souillure xénos ou démoniaque. Cette hérésie était donc le fait d'hommes sains de corps, mais déviants d'esprit. Comme il est d'usage face à des rébellions de ce type, la priorité pour les impériaux sera désormais d'identifier et traquer les meneurs du mouvement pour les ramener aux autorités cardinales, morts ou vifs. Une fois leurs ouailles privées de ces figures spirituelles, elles se repentiront de s'être ainsi égarées et s'en retourneront au sein du troupeau. Le cardinal apostate Rusilius demeurant introuvable, la première cible identifiée est Zachariel le Béni, sorte de prophète indigent suivi aveuglément par ses fidèles, car il le pense capable d'accomplir des miracles. Pour l'éliminer, les Lions de Santarcus devront faire une incursion au cœur des désolations où grouillent les fanatiques. Il leur faudra agir vite et jouer sur l'élément de surprise, car si l'offensive s'éternise en plein territoire ennemi, des renforts zélotes ne tarderont pas à arriver et à submerger les impériaux. Le commandant de compagnie Garibaldus fut désigné pour mener cette attaque éclair. Officier intransigeant, pouvant se targuer d'être l'un des meilleurs duellistes de son régiment, Garibaldus n'est pas homme à accepter la défaite, et il sacrifiera jusqu'à son dernier soldat pour capturer ou tuer Zachariel. La force sous ses ordres est compacte, afin d'éviter de se faire repérer de trop loin, mais chacun des éléments qui la composent est supérieur à n'importe quel équivalent que pourraient lui opposer les Zélotes. En premier lieu, un Lemanros Eradicator servira de fer de lance, son arsenal lui permettant d'éclaircir les rangs zélotes quand bien même ceux-ci se terreraient derrière des barricades, et son blindage offrant un couvert mobile pour l'infanterie. 4 escouades de garde s'engageront dans le sillage du monstre blindé, leurs fusils laser pouvant asséner des salves plus précises pour éliminer les survivants laissés par le Lemanros, ou abattre les fanatiques entourant Zachariel pour permettre sa capture. Chacune de ces escouades sera appuyée par l'autocanon d'une sentinelle blindée, une arme capable d'endommager n'importe quelle cible, ou de délivrer un tir de suppression pour laisser progresser l'infanterie. Toutes ces unités répondront aux ordres de Garibaldus, relayés par son escouade de commandement. Mais compte tenu de l'impétuosité de ce commandant, il est possible que lui et son escouade se retrouvent à la pointe de l'assaut. Bien que Zachariel le Béni ne désespère pas que les soldats comprennent enfin combien l'ecclésiarchie a dévoyé le message de la vraie foi impériale et rejoignent sa cause, il n'est pas résolu à laisser ses ouailles se faire massacrer le cas échéant. Aussi prend-il la tête d'une milice rassemblée juste avant l'assaut, mais qui surpasse déjà en nombre le contingent envoyé à son encontre.
Le gros des troupes sera composé d'hommes du commun, de simples sujets impériaux ayant embrassé la foi nouvelle faite d'abnégation, de renoncement et d'humilité. Le premier groupe de foule en colère est armé de tous les fusils sur lesquels ils ont pu mettre la main, ainsi que de 3 arbalètes à missiles. Le second groupe réunit les zélotes plus enclins à se jeter à corps perdu dans la mêlée. En conséquence, ils brandissent des armes blanches de fortune, ainsi que des lance-flammes. Ruggierius, un artificier qui demeure bien plus exalté par ses explosifs que par sa récente conversion, se cachera dans cette multitude afin de pouvoir poser l'une de ses bombes à fusion artisanales sur la coque du Leman Russ. Une équipe d'armes lourdes hétéroclites ayant récupéré un autocanon, un lance-missile et un canon laser pourra délivrer des tirs de soutien à longue portée. Une procession de flagellants, de pauvres airs perclus de maladie qui espèrent trouver dans la foi nouvelle une forme d'expiation des péchés leur ayant valu leurs afflictions, accompagnera Zachariel jusqu'au cœur des combats s'il le faut. La force sera également rejointe par les 3 sages, une fratrie d'opérateurs d'incinérateurs de déchets mobiles détournés pour le combat. L'un de ses frères est aveugle, l'autre muet et le 3e sourd, de sorte que jamais les 3 ne puissent succomber en même temps aux promesses de ceux qui viseraient à les détourner de la vraie foi en l'empereur. En dépit de l'aspect grotesque de leurs véhicules cliquetants, leurs incinérateurs à déchets pourraient s'avérer dévastateurs contre l'infanterie. Enfin, les zélotes peuvent louer l'empereur que les émissaires d'un autre campement aient décidé de faire escale auprès d'eux la veille de l'attaque avec leur Achilles Ridge Runner. Car le laser minier lourd de ce véhicule civil, conçu pour creuser des cavités dans la roche, est théoriquement capable de perforer n'importe quel blindage de la même manière et constitue leur meilleure chance de venir à bout du char de combat déployé par les impériaux. À l'initiative de l'assaut, les lions allèrent au devant de l'ennemi. Le Leman Russ avança à pleine vitesse, suivi de près par les gardes et les sentinelles. Garibaldus, son escouade de commandement et l'escouade de garde qui les accompagnait manœuvrèrent à vive allure pour escalader la chapelle en ruine et atteindre le pont reliant les différents bâtiments. Les gardes, qui avaient tous avancé au pas de course, n'eurent pas le temps d'épauler leurs fusils laser. En revanche, les sentinelles, capables de tirer en mouvement, ouvrirent le feu sur les zélotes. 3 émeutiers furent miraculeusement préservés des tirs d'autocanon par le couvert que leur offraient les vestiges d'une église. Puis ce fut au tour du Leman Russ. Son canon Nova Eradicator vaporisa 2 émeutiers, tandis que ses bolters lourds en fauchaient 2 autres. Mais les fanatiques ne se laissèrent pas impressionner. Tous s'élancèrent à travers le No Man's Land, les séparant des gardes impériaux. Les 3 sages commencèrent à escalader le bâtiment central du champ de bataille grâce aux nombreuses pattes de leurs véhicules insectoïdes. L'escouade d'armes lourdes, étonnamment déployée sur le pont en ruine et non en retrait pour assurer un tir de soutien, avança en ouvrant la voie aux flagellants et à l'apôtre Zachariel. L'attention de ce dernier semblait se porter entièrement sur l'Achilles Ridge Runner. Il adressa une prière à l'artilleur, dont le véhicule venait de sortir de son couvert et de se positionner en vue d'un tir sur le Leman Russ. Le laser minier lourd émit un crissement strident, et les multiples raies de lumière atteignirent le char de plein fouet. Le blindage fut aisément perforé par l'outil industriel réglé à pleine puissance, et les chenilles du Leman Russ furent sectionnées. Tous les belligérants présents, gardes comme rebelles, à commencer par l'auteur du tir lui-même, furent estomaqués par l'efficacité de cette salve. Tous comprirent qu'un tournant majeur de la bataille venait de s'opérer sous leurs yeux. Le char d'assaut, bien qu'encore en capacité de tirer, ne pourrait presque plus se déplacer et dégageait une fumée inquiétante.
Le commandant Garibaldus accusa le coup. L'élément principal de sa force de frappe venait d'être mis quasiment hors de combat dès les premiers échanges de tirs. Il n'y avait plus un seul instant à perdre s'il voulait avoir une chance d'accomplir la mission avant que les renforts zélotes n'arrivent. Le commandant s'élança impétueusement à la tête de ses hommes sur le pont. Pour autant, Garibaldus ne négligea pas son devoir d'officier et aboya ses instructions à destination du reste de sa force. Les squads de garde et les sentinelles déployés à l'ouest du champ de bataille furent sommés de rejoindre au plus vite le cœur des combats sur le flanc est. Les deux escouades de lions vers lesquelles se précipitait la foule en colère avaient une fenêtre d'opportunité idéale pour opérer leur plus redoutable manœuvre. Les trois rangs d'infanterie se relayèrent avec une synchronisation parfaite pour déverser un flot ininterrompu de tirs de laser. 11 émeutiers furent fauchés par les traits lumineux et un autre s'enfuit en courant. Le Lehman Russ, quasiment réduit à l'état d'épave, parvint tout de même à délivrer un tir au jugé de son canon Nova, tuant 2 zélotes supplémentaires. Enfin, les tirs d'autocanon des sentinelles endommagèrent l'un des incinérateurs de déchets mobiles. La riposte ne se fit pas attendre. Le laser minier lourd de l'Achilles Ridge Runner acheva de neutraliser le Lehman Russ par un tir précis dans l'autre chenille du véhicule. Le premier tir s'était avéré beaucoup plus efficace que prévu, peut-être trop. Le second ne visait pas à faire exploser le char d'assaut, mais simplement à le neutraliser, car si tant est qu'il reste réparable, il ferait une prise de choix pour la rébellion. Les zélotes engagés sur le pont pressèrent le pas jusqu'à atteindre le bâtiment central. L'équipe d'armes lourdes tenta un tir en mouvement, sitôt qu'une ligne de vue se dégagea entre elle et l'escouade de commandement arcusienne. Les tirs de ces armes auraient pu s'avérer dévastateurs, mais aucun n'atteignit sa cible. Les foules en colère ne se distinguèrent pas davantage par leur précision. Leurs nombreux tirs de fusil d'assaut ne tuèrent qu'un seul soldat. Les escouades de garde au sol convergèrent vers l'épicentre de l'affrontement. La horde, équipée d'armes de corps à corps, se retrouva prise dans un feu croisé entre 2 escouades de lions. 13 zélotes furent ainsi abattus par les salves convergentes de laser, et un autre, terrorisé, se recroquevilla en position fétale. Il ne restait que 2 émeutiers de ce groupe encore debout. Parallèlement, les sentinelles tiraient sur l'autre groupe de zélotes, tuant 6 d'entre eux. Au centre du champ de bataille, Garibaldus et son escouade de commandement abattirent l'un des servants d'armes lourdes avant de charger ses congénères. À la tête de cette charge, le commandant Sabre au clair ne laissa rien paraître du malaise qui l'envahit soudainement au moment de porter le premier coup. Mais ce grand escogriffe, en bon spécimen de l'aristocratie guerrière tarcusienne à laquelle il appartenait, était ce qu'il convient d'appeler un homme d'honneur. Et même s'il était convaincu de la félonie de ses adversaires, l'idée de massacrer son propre peuple, à plus forte raison les estropiés qui charriaient laborieusement ses armes lourdes au combat, le troublait plus qu'il ne voulait bien l'admettre. Il trouva tout de même la résolution de tuer l'une des misérables créatures qui se trouvaient face à lui, mais ses soldats l'avaient connu plus resplendissant au corps à corps. Les servants d'armes lourdes, bien que fiévreusement engagés dans la foi nouvelle, n'étaient pas empreints des mêmes considérations d'honneur martial. Ils s'enfuirent pour aller se réfugier dans la carcasse de containers incrustés dans les ruines. Tandis que leurs adversaires détalaient devant eux, les gardes de l'escouade de commandement se mirent soudain à convulser et semblaient s'étouffer sous leurs casques. 3 d'entre eux s'écroulèrent aux pieds de Garibaldus. Le commandant n'eut guère plus qu'une fraction de seconde pour s'interroger sur ce qui venait de causer la mort de 3 de ses hommes. Une gerbe de flammes le frôla de justesse, et le porte-étendard, dernier des soldats de l'escouade de commandement encore debout, fut brûlé vif.
le grand brasero porté par le flagellant qui ouvrait la marche n'était pas qu'un fanal derrière lequel se rangeait le reste de la procession. C'était aussi une arme redoutable. En contrebas du pont, 4 soldats connurent le même destin effroyable, brûlés vifs par les incinérateurs des 3 sages, comme s'il s'agissait de vulgaires déchets. Les rangées de garde continuèrent d'être élaguées par les tirs de fusils d'assaut, mais surtout par les missiles à fragmentation propulsés par les arbalètes, qui pour la première fois s'avérèrent aussi efficaces que se l'étaient imaginé les artisans derrière leur conception. Une douzaine de soldats impériaux supplémentaires fut ainsi tuée. Portés par le tournant favorable que prenait la bataille, les zélotes chargèrent les escouades de lions affaiblies par les tirs précédents. Seul un soldat fut terrassé par les coups des émeutiers, mais 2 autres déshonorèrent leur régiment en prenant la fuite. Les 2 escouades de garde aux prises avec les zélotes, réduites à seulement 4 hommes en tout, s'extirpèrent de la mêlée et reculèrent. La 3e escouade, toujours à son plein effectif, put ainsi ouvrir le feu maintenant que leurs camarades avaient dégagé la voie, tuant 4 fanatiques. Un 5e zélote qui se trouvait au pied d'une sentinelle fut réduit en charpie par son autocanon. Depuis la passerelle surplombant le champ de bataille, l'escouade de garde qui venait de voir les hommes de l'escouade de commandement s'effondrer les uns après les autres, mais n'avait pas encore de ligne de vue claire sur l'autre côté du pont pour autant, tenta une charge à l'aveugle pour investir le bâtiment central et venir en aide à leur commandant. Cependant, leur élan fut stoppé net par le torrent de feu déversé par le brasero des flagellants. 4 soldats, transformés en torches humaines, s'agitèrent en hurlant avant de tomber dans le vide. Les gardes survivants furent contraints de reculer. Le semblant de réticence à tuer des civils que Garibaldus avait pu ressentir précédemment se dissipa instantanément. Le commandant chargea seul les flagellants, éventra le porteur du brasero et décapita un autre de ses pestiférés. Sous l'injonction de Zachariel, les fanatiques reculèrent et s'espacèrent de sorte que les 2 chefs ennemis puissent se regarder les yeux dans les yeux. Garibaldus ressentit alors comme une terrible décharge électrique à l'intérieur de sa boîte crânienne. Sa vision s'obscurcit et il chancela sous l'effet de la douleur, mais il n'était pas homme à poser genoux à terre et il retrouva rapidement sa posture. Tout en continuant à reculer, les gardes au sol parvinrent tout de même à souffler 5 émeutiers grâce à des tirs de grenades à fragmentation bien placés. Les sentinelles s'interposèrent entre les 3 sages et les escouades d'infanterie afin de barrer la route à leurs machines insectoïdes. Se réjouissant par avance de ce qui ressemblait de plus en plus à une victoire, les émeutiers grimpèrent triomphalement sur le Lehman Russ abandonné. Une prise de choix pour la cause, si tant est que l'un d'entre eux se montre capable de rafistoler ses chenilles sectionnées. Les 6 lions sur la plateforme purent enfin investir l'étage du bâtiment central et avoir la confirmation que leur commandant était toujours en vie. Le sergent d'escouade eut l'impression d'avoir débusqué des rongeurs apeurés lorsqu'il entendit les couinements des servants d'armes qui avaient trouvé refuge dans le container. Il jeta une grenade dans leur terrier sans se laisser apitoyer un seul instant par leurs suppliques geignardes. Aucun ne survécut à l'explosion. Le commandant Garibaldus entreprit de se frayer un chemin vers son homologue adverse à travers la masse repoussante de pestiférés qui le protégeait. Les flagellants, qui ne portèrent rien d'autre qu'une robe de bure et un fouet de mortification, ne cherchaient visiblement pas à tuer l'officier, mais plutôt à lui lacérer les chairs et l'aider ainsi à purifier son âme. Cependant, ni les litanies récitées par ces derniers, ni la morsure de leurs fouets barbelés ne produisirent l'effet escompté. Garibaldus faucha 3 de ses fanatiques.
La gorge de l'apôtre n'était plus qu'à quelques enjambées du fil de sa lame. C'est alors qu'une nouvelle décharge mentale frappa le commandant de compagnie. Celle-ci était d'une puissance inouïe, ne laissant aucune chance à Garibaldus d'y résister. Dans son agonie, emplie de visions stroboscopiques infernales, l'officier finit par céder à la terreur et à la douleur, et dans un dernier râle, s'effondra inanimé. Le sergent d'escouade Landolfo venait d'assister à l'agonie de son commandant. Cette scène le révulsa de tout son être. Un homme de l'étoffe de Garibaldus ne méritait pas une fin aussi indigne. Mais était-il bien mort cependant? Et que fallait-il faire à présent? Un message relayé par l'opérateur radio de son escouade l'arracha à ses questionnements. L'un des pilotes de sentinelle, surplombant le champ de bataille du haut de son véhicule, prévenait que les renforts zélotes étaient arrivés, et qu'ils étaient arrivés en grand nombre. Ignorant combien il restait de gardes à l'autre bout du champ de bataille, Landolfo réalisa que les hommes de son escouade n'étaient sans doute plus qu'une poignée face à la multitude. La victoire n'était peut-être plus envisageable, mais Landolfo s'élança à l'encontre de l'ennemi en hurlant, suivi de près par ses hommes. L'unique objectif du sergent était d'évacuer le corps de son commandant. Qu'il soit mort ou vivant importait peu, il ne pouvait finir ici. Mais l'élan des gardes fut stoppé net par une onde psychique émanant de l'apôtre. 4 gardes furent tués sur le coup. Le sergent n'eut pas le temps de se retourner que le dernier de ses hommes était abattu par une rafale de bolteurs de Ruggierius, le spécialiste en démolition. Landolfo parvint donc seul auprès de son commandant qui gisait au sol. Il jeta un regard noir à l'apôtre, loin de se douter que ce regard revenait à hisser la herse de son esprit. Le chef des Zélotes saisit cette occasion de s'emparer de cette forteresse non gardée. Son but n'était pas de tuer le garde impérial, car si l'esprit du sergent était empli de haine, l'apôtre avait oublié ce sentiment depuis longtemps. Cependant, rien ne semblait pouvoir faire ployer l'esprit du sergent et lui faire embrasser la foi nouvelle. Aussi Zachariel dut-il prendre une décision dictée uniquement par la nécessité. Landolfo sentit une douleur effroyable l'étreindre. Des larmes de sang coulèrent de ses yeux, et il s'effondra aux côtés de l'officier, auquel il sera resté loyal jusqu'au bout. Les Lions venaient de subir un revers majeur. La mission était un échec, l'apôtre était toujours en vie, les seuls témoins des pouvoirs surnaturels qu'il pouvait manifester étaient morts, le Leman Russ avait été abandonné à l'ennemi, et leur corps expéditionnaire était presque entièrement éradiqué. Les rares survivants s'enfuirent piteusement. Voilà, cet épisode est à présent terminé, et il s'achève, malheureusement j'ai envie de dire, sur une victoire des Zélotes cette fois-ci. Et oui, parce que moi je jouais les Lions de Santarcus face aux Zélotes de mon ami Timothée. Enfin, si vous voulez en apprendre plus sur cette bataille, cette fois-ci avec notre point de vue en tant que joueur, eh bien on a enregistré une vidéo de débriefing de rapport de bataille pour cet épisode-là aussi, donc je vous invite à aller la consulter, elle paraîtra juste après ce rapport de bataille. Pour le reste, vous aurez sans doute remarqué que cet épisode est sans doute 10 fois mieux réalisé que le précédent, mais il reste une marge de progression néanmoins, et à cet égard, je peux vous promettre que le 3e sera encore 10 fois mieux, voilà. On progresse dans notre quête, étape par étape, vers le rapport de bataille narratif parfait, mais on n'y est pas encore. Et le 3e sera déjà 10 fois mieux. Est-ce que le 3e sera parfait? Peut-être, je sais pas. On verra, ça sera à vous de nous le dire. Quoi qu'il en soit, voilà. À chaque fois, on avance, on ajoute des nouveautés pour que nos rapports de bataille ressemblent le plus possible, mais avec l'avantage du format vidéo, au rapport de bataille des anciens White Dwarf, qui était vraiment centré sur 2 choses avant tout. D'abord l'histoire, voilà, l'action cinématographique sur la table, et puis le modélisme également. Voilà. Donc on persévère dans cette quête. Et à ce niveau-là, je peux vous dire que
autant jouer des zélotes sur la table, c'est super drôle, c'est hilarant, on s'amuse bien avec Timothée. Voilà, les pauvres R qui résistent comme ils peuvent, avec les moyens du bord, j'ai envie de dire, face à l'Imperium. Mais tourner en tant que zélote, c'est un peu moins marrant. C'est un peu moins marrant, voilà. Bon, on préférait tourner à l'Impérial, voilà, avec tout ce qu'il faut, et jouer des zélotes sur la table néanmoins. Donc, on a investi dans du matériel pour le 3e épisode. On implémentera aussi des innovations pour ce nouveau format de rapport de bataille narratif. Mais enfin, si vous voulez participer à cette aventure avec nous, si vous voulez être là, être présent dès les premières étapes de l'essor des rapports de bataille narratifs, on l'espère, on n'est pas à l'abri que ça marche bien, eh bien, ma foi, vous pouvez dès à présent en finançant la chaîne sur Tipeee, voilà, et qui sait, un jour on aura peut-être un petit studio de tournage, à proprement parler, dédié à ce genre d'enregistrement, et on pourra multiplier les épisodes et les campagnes sur des thèmes différents, voilà. On attend que ça, mais enfin, encore faut-il qu'avant ça, voilà, on fournisse du bon rapport de bataille, et on compte bien que le 3e soit le meilleur qu'on ait jamais réalisé. À ce niveau-là, je vous donne rendez-vous dans 1 mois, donc d'ici fin mai, pour le 3e épisode. Voilà, toute fin mai. Hein. D'ici là, je vous dis bonne peinture, bon jeu, et à bientôt.